Un chiffre. Une entreprise française sur 5 est aujourd'hui sous le contrôle de fonds d'investissement. Si certains y voient un moteur de croissance, notre invitée du soir, elle, dénonce des fonds prédateurs. Des fonds qui dévoreraient notre industrie avec la complicité, ou du moins la passivité, de l'État. Députée LFI de Seine-Saint-Denis et rapporteure de la commission d'enquête sur ces fonds spéculatifs, Aurélie Trouvé est avec nous pour nous expliquer comment le pouvoir macroniste aurait, selon elle, déroulé le tapis rouge à ces acteurs financiers au détriment de l'emploi et de notre souveraineté. Bonjour Aurélie Trouvé. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est parti pour l'entretien. En parlant de ces fonds d'investissement, vous utilisez le terme de prédateur. Pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit, à quel moment un fonds d'investissement cesse-t-il d'être un partenaire pour devenir une menace ? D'abord, il faut comprendre que ces fonds, contrairement aux banques, ne sont pas du tout régulés. D'ailleurs, même le président de la Fédération bancaire française nous a dit en audition publique de l'Assemblée il faut absolument réguler ces fonds autant que les banques. Et il nous a dit, mais en fait, cette absence de régulation, elle est une grande menace pour l'ensemble du système financier. D'ailleurs, aux États-Unis, actuellement, il y a une immense menace de crise financière. Personne n'en parle à cause de ces fonds, parce qu'il n'y a pas de garde-fou. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Par exemple, alors pourquoi je parle de fonds prédateurs ? Parce que, en fait, ils s'en prennent à des proies. Et ces proies, ce sont notamment des entreprises. Ils rentrent dans le capital d'une entreprise et ils essayent d'en extraire, d'en manger toute la valeur. Donc, comme un prédateur qui chope une proie, l'entreprise, par exemple, on va prendre Chemone, une très grande entreprise de chimie qui fait plus de 1000 salariés. Ouais. Ils prennent Chemone, qui est quand même un leader du PVC, et tout ça. C'est le cas actuellement. Et puis, et donc là, c'est le grand fonds Apollo, qui est le plus grand fonds mondial américain. Ils captent Chemone, qui est une grande entreprise française de chimie. Et en ce moment, ils sont en train de prélever le maximum de valeur qui a été, comme vous le savez, créée par les travailleurs. Oui. Mais ils le captent comment ? En fait, par tout un tas de techniques, et notamment, ils pratiquent ce qu'on appelle le LBO. Le rachat, du système de rachat par la dette. Et c'est justement ça, le véritable poison actuellement pour nos entreprises ? Alors, il y a plusieurs techniques de prédation. Ça, c'en est une très, très largement utilisée. Alors, les macronistes nous disent « Oh, généralement, les LBO, il n'y a pas de problème. » En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un fonds qui emprunte avec une énorme dette pour acheter une entreprise. Mais cette dette, elle ne va pas être remboursée par ce fonds. Vous savez par qui elle va être remboursée ? Par qui ? Par l'État ? Par l'entreprise. Par l'entreprise, d'accord. Bah oui. Donc, en fait, ils rachètent l'entreprise avec une dette et puis ensuite, ils font peser la dette. Ils disent, cette dette, en fait, maintenant, c'est l'entreprise qui la doit. C'est comme ça que Chemone, cette entreprise de chimie, qui allait plutôt bien, elle passe de 10 millions à 700 millions de dettes. Et donc, elle est quasiment exsangue. Et donc, les salariés, c'est eux qui nous ont alertés en disant, Madame la rapporteure, à Chemone, on a un énorme problème, quoi. Voilà. Et ça, vous avez je ne sais combien d'entreprises françaises qui sont aujourd'hui des proies et qui sont sous le poids d'un LBO. Alors ça, c'est la première technique. Si vous voulez, je vous en explique d'autres. On va revenir juste après. Mais je voudrais justement qu'on prenne un cas concret, et notamment le cas d'Atos. Ouais. Les syndicalistes d'Atos dénoncent, on a un petit magnéto, justement, le fait que leur entreprise est détenue par 4 fonds spéculatifs. On les écoute et on en parle juste après. Il faut comprendre que Atos, en décembre 2024, était en faillite. Il était au tribunal de commerce et c'est un plan de sauvegarde accéléré avec des créanciers qui a permis la continuité des activités. Évidemment, les nouveaux créanciers sont devenus actionnaires et propriétaires. Donc quand on parle des créanciers d'Atos, ils ont évidemment la mainmise complète sur Atos. Je vois, donc sur Atos, est-ce que Atos fait partie de ces exemples flagrants de ce dépeçage industriel que vous avez constaté ? C'est même le plus gros cas d'école, parce que Atos, c'est quoi ? Enfin, faut que les gens on en parle, on ne sait pas trop ce que c'est Atos. Oui. En vérité, c'est la première entreprise numérique française.
Quand on dit, ah oui, il faudrait des champions face à Google, Microsoft, tout ça, il n'y a que Atos qui peut le faire aujourd'hui, qui avait cette taille-là. Et je dis bien qui avait cette taille-là. En vérité, c'est un énorme fiasco industriel, Atos. Ça a duré plusieurs années. D'ailleurs, Thierry Breton en a été un PDG. Édouard Philippe a été dans le conseil d'administration plusieurs années après avoir été Premier ministre. Donc, vous voyez, vous avez en plus vu défiler des grands responsables politiques aux manettes de cette multinationale qui finit par être aux mains de quelques fonds spéculatifs étrangers. C'est hallucinant. C'est-à-dire que notre plus bel outil de souveraineté numérique française, il est aux mains maintenant de fonds spéculatifs étrangers. Rendez-vous compte que dedans, dans Atos, on a la connectique réseau des Rafales, on a le programme Scorpion de l'armée, on a le service de renseignement Artemis, on avait, ça a été vendu, les commandes des centrales nucléaires, et on avait... c'est simple, quand vous utilisez votre carte vitale, quand vous allez sur impôt.gouv.fr, le passeport.net, tout ça, c'est Atos qui fait le service numérique. Et vous savez quoi, ce que nous dit Bercy en audition ? Ah non, ça, c'est pas stratégique, c'est pas sensible. Et donc maintenant, ils disent, ils assument parfaitement. Maintenant, c'est entre les mains de fonds spéculatifs étrangers. Voilà. Et puis Bercy a laissé faire ça. Donc Bercy, qui est vraiment un des bras armés aujourd'hui. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans mon audition, je parle de système. Il y a vraiment un système qui, à mon avis, s'est mis en place à partir du moment où Macron a été nommé ministre de l'économie par François Hollande en 2014. Macron arrive, il est banquier d'affaires. C'est un banquier d'affaires et il agit comme banquier d'affaires. Et en fait, depuis 12 ans maintenant, de Macron, ministre de l'économie, puis président de la République, j'allais dire président de l'économie, depuis 12 ans, Macron a mis en place un système avec plusieurs bras armés. Les bras armés, c'est Bercy, ministère des Finances, c'est la Banque publique d'investissement, je pourrais y revenir, mais qui finance à mort, à fond, ces fonds d'investissement, plutôt que d'aider les entreprises en difficulté. Donc la Banque publique, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Notre Banque publique, il y a public dans Banque publique d'investissement. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle laisse les entreprises crever à moitié. Elle les aide jamais, 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 jamais. D'ailleurs, il le revendique. Il a dit en audition, je ne suis pas là pour m'occuper d'entreprises aux maladies auto-immunes. Voilà. Donc il les laisse crever. Et ensuite, il les laisse être prises, accaparées. Donc ça devient des proies, puisqu'elles n'ont pas d'autre alternative. Et il les laisse être accaparées par des fonds que la Banque publique finance. En plus. Enfin, en partie. En tout cas, certains. C'est ahurissant. Par exemple, la Banque publique d'investissement a repris, c'était Verallia, a repris Verallia en cofinancement du fameux Apollo, dont je vous ai parlé, l'énorme fonds américain, alors que c'était un montage avec une holding et dans un paradis fiscal et de l'évasion fiscale. Enfin, c'est ahurissant. C'est notre banque publique qui fait ça. Ah non, effectivement. Donc, c'est un système. Voilà. Ce système-là, vous venez d'en détailler une partie. Est-ce qu'il y a des lois que le gouvernement a mis en place depuis toutes ces années qui, justement, ont permis également cette ouverture des vannes à cette spéculation ? Alors oui, parce qu'en fait, même dès les années 80-90, il y a déjà d'énormes avantages fiscaux. Parce que non seulement il n'y a pas de garde-fou, mais en plus, il y a des avantages fiscaux. Quand vous faites un LBO, quand vous êtes un fonds, vous avez un avantage fiscal. Bien. Donc, il y a effectivement eu, par ailleurs, des incitations. Mais ce que je vous dis, c'est que ce qui fondamentalement fait se développer à fond tout ça, ces fonds d'investissement, c'est que jamais il y a de régulation, jamais à aucun moment de nouvelles régulations. Et deuxièmement, la banque publique elle-même joue, les favorise, les pousse, les encourage. D'accord ? Plus un système de justice commerciale, les tribunaux de commerce et tout ce qui va autour, qui clairement aussi fait que quand il y a une faillite, le tribunal de commerce, il choisit qui comme repreneur ? Bien souvent, un fonds d'investissement, y compris quand c'est un fonds dont on sait clairement les pratiques prédatrices affreuses pour les entreprises. Par exemple, Mutares. Mutares, c'est un fonds allemand qui sévit, mais qui a déjà liquidé, plié des grandes entreprises françaises. Et il continue. Et par exemple, vous connaissez les magasins de bricolage La Paire ? Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Et avant, il y avait d'ailleurs des usines La Paire qui sont déjà en déperdition. La Paire, c'est encore 1500 salariés. Alors déjà, il y en a beaucoup moins qu'avant. La Paire est aux mains de Mutares depuis 5 ans. C'est une catastrophe. Cette boîte va sans doute fermer, vraiment. Et La Paire a
aspirer toute la trésorerie pour enrichir quelques magnats. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert tout ça, au capitalisme, aux macronistes et tout. Ces fonds, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ces prédateurs. Pourquoi ils sont aussi voraces? Ouais. C'est une bonne question. Ces fonds, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont de l'argent qu'ont placé des investisseurs. En fait, c'est pas leur... Ils s'occupent, si vous voulez, de faire fructifier l'argent des autres. Les autres, c'est qui? C'est des grandes fortunes. Donc, il y a des grandes fortunes qui placent leur argent dans ces fonds d'investissement, dans ces fonds prédateurs. Et vous savez combien ils en veulent? Vous, quand vous avez sur votre livret A, votre argent, si vous en avez sur le livret A, c'est combien? C'est 1,5%. Vous savez quelle est la rentabilité affichée par ces fonds? Pour les grandes fortunes, 15%. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un moteur essentiel de l'enrichissement à ultra grande vitesse de ces grandes fortunes. On se demande pourquoi, depuis 10 ans, les ultra-riches sont de plus en plus... ils s'enrichissent beaucoup plus vite que nous. Ouais. Notamment grâce à ça. Pour faire un peu l'avocat du diable, le gouvernement vous dirait oui, c'est souvent ces fonds qui donnent de l'oxygène aux entreprises et des capitaux que les banques ne peuvent plus donner, et que peut-être que sans ces fonds-là, il y aurait peut-être plus de faillites. Vous répondrez quoi à ça? Alors, d'abord, il y a plein de boîtes qui allaient bien et qui ont été pliées, dépecées, pillées par ces fonds d'investissement. J'en veux la preuve Kemwan, qui allait bien et qui aujourd'hui est dépecé et pillé par Apollo, donc c'est faux. Voilà. Et par ailleurs, c'est vrai que parfois, il y a des entreprises qui n'ont pas d'autre choix. Je vais prendre le cas de la paire. Mutares, en 2021, reprend la paire. Vous savez qui vend ça? C'est Saint-Gobain. Saint-Gobain, en fait, a utilisé Mutares pour reprendre la paire parce qu'ils voulaient s'en débarrasser et ils ne voulaient pas, à mon avis, assumer un plan social eux-mêmes. Donc, ils préfèrent s'en débarrasser parce que ce n'est pas eux qui ferment la boîte, ils n'ont pas à payer un PSE, un plan social et tout ça. Donc, en fait, les fonds, par ailleurs, non seulement permettent d'enrichir à vitesse grand V des ultra-riches, ces fonds prédateurs, mais en plus, ils arrangent des grandes boîtes qui veulent se débarrasser de filiales qui ne crachent pas assez d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, pour répondre à ce que vous dites, c'est que par ailleurs, ces boîtes, elles sont en difficulté parce que le gouvernement n'a rien fait. La Banque publique d'investissement, en 17 ans, elle a dû mettre 200 et quelques millions d'euros en 17 ans dans les entreprises en difficulté. Vous savez combien elle a mis l'année dernière, en un an, dans les fonds d'investissement, dans le financement de ces fonds spéculateurs? Près de 2 milliards. Donc, pour vous dire qu'en fait, la faillite, la mise en difficulté de ces entreprises, elle est voulue et organisée. Et qu'ensuite, le système fait en sorte qu'il ne reste plus que ces fonds prédateurs. Et tout ça arrange les grandes fortunes parce que ça leur fait cracher, ça fait cracher du 15% à ces grandes fortunes et que ça arrange certains grands PDG. Voilà, et c'est en ça que c'est un système. Justement, derrière tout ça, il y a de l'humain, il y a des gens qui perdent leurs emplois, qui se retrouvent souvent sur le carreau. Vous proposez de donner plus de pouvoir au CSE. Et comment les salariés peuvent-ils peser face à ces géants justement de la finance mondiale et face à ce système? Alors, plusieurs façons, mais déjà, j'ai envie de dire, c'est pas au CSE, à mon avis, d'assumer, d'aller vérifier s'il y a des pratiques. Quand bien même ils le voient déjà. Ce matin, j'étais avec les salariés de Valor, qui était une grande entreprise de l'industrie automobile, qui est maintenant aux mains de Mutares aussi. Bon, la boîte est en train d'être pillée, la trésorerie a été vidée, elle est passée à Valor Bordeaux, c'est passé de 55 millions d'euros la trésorerie à 3 millions en 3 ans. 3 ans de Mutares, vous imaginez bien? Ouais. Ils ont même vidé, ils sont en train de vider même la caisse de retraite anticipée des salariés, pour vous dire jusqu'où ça va, d'accord? Et donc le CSE, malheureusement aujourd'hui, il ne peut pas faire grand-chose. Il a fait un droit d'alerte économique, c'est resté lettre morte, il ne peut pas faire grand-chose. En vérité, c'est à l'État, c'est au gouvernement, c'est à l'État qui représente l'intérêt général d'agir. Comment ça se fait qu'il est possible aujourd'hui pour Mutares? Eh bien, c'est simple, ce qu'ils font Mutares, de faire des frais de conseil exorbitants pour vider la trésorerie et se rémunérer, des frais de rémunération exorbitants, des frais de gestion. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils vendent les murs, ils vendent les usines, et comme ça leur fait du cash qu'ils viennent ensuite aspirer. Voilà.
C'est ça qui est en train de se passer. Il faudrait que l'État puisse donner un droit de veto sur l'entrée de ces fonds au capital des entreprises. Est-ce que l'État, pour l'instant, n'a pas forcément ce pouvoir-là? Est-ce que l'État devrait pouvoir faire ça? Alors, ce qu'il faudrait faire, déjà, interdire toutes ces pratiques prédatrices. On ne devrait pas avoir le droit, un fonds ne devrait pas avoir le droit de pratiquer ces frais de conseil, ces frais de gestion, cette vente de murs, etc., comme il le fait là. Donc, il faut déjà interdire ces pratiques. Et encore, il y en a d'autres dont je ne vous ai même pas parlé. D'accord ? Quand on fait un fameux LBO là, et qu'on fait porter une dette hallucinante à l'entreprise elle-même, d'accord ? Je veux dire, il devrait y avoir un encadrement. On ne devrait pas avoir le droit de faire peser une dette comme ça sur une entreprise. C'est pareil. Il n'y a rien aujourd'hui qui permet de l'encadrer. D'accord ? Et surtout, et moi je vais arriver à ça, c'est comment on fait pour éviter de toute façon à ces entreprises de ne plus avoir le choix que des fonds prédateurs. Dans ce cas, il y a deux choses. Un, vous parliez des salariés, il faut un droit de préemption des salariés. Mon collègue Mathias Tavel de la France Insoumise a déposé une proposition de loi pour un droit de préemption des salariés, c'est-à-dire qu'il soit prioritaire dans la reprise d'une entreprise. Combien d'entreprises on a vu jusqu'à Vancorex, là, dernièrement, qui fait de la chimie à côté de Grenoble. Combien de fois on a vu des entreprises où il y avait un projet très sérieux porté par les salariés, le tribunal de commerce dit non. Et vous savez comment c'est fini, Vancorex a été vendu à son concurrent chinois Wanhua et liquidé. Pareil pour Polytechnil, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez entendu parler, pareil, une usine de chimie, on est en train de liquider toute la chimie en France. Polytechnil, pareil, vendu cette fois-ci à Lone Star, un fonds, je ne sais plus, américain ou britannique. Lone Star reprend il y a quelques jours Polytechnil, plusieurs centaines de salariés, 500 salariés licenciés. Il ne reste plus que les brevets, les savoir-faire pillés par Lone Star, qui va pouvoir revendre ça et se faire une méga plus-value. Vous imaginez ? Ouais. Voilà. Et donc, il faut un droit de préemption des salariés quand l'entreprise est en faillite. Et puis, dernière chose, franchement, si on arrive à gouverner bientôt, et je l'espère, la France Insoumise, je vous assure qu'une des premières choses qu'on fera, c'est d'avoir un véritable pôle public bancaire. Une banque publique réellement au service de l'économie populaire, qui viennent aider ces entreprises à être reconverties avec les salariés. Parce que, en fait, la philosophie aujourd'hui de Dufourcq, Monsieur Dufourcq, le PDG, le directeur de la BPI, lui, il pense qu'il n'y a que la tech et quelques startups, etc. Il a complètement abandonné toute l'industrie structurante, la chimie, l'acier, etc. Bien. Mais en fait, qu'est-ce que c'est un pays si demain, on n'a plus d'acier, on n'a plus la base de la chimie? Enfin, de la chimie et de l'acier, c'est ce qui fait là, dans notre studio. Tout est acier et chimie. Tout. Qu'est-ce qui se passe si notre pays n'a plus ni l'acier ni la chimie? Et donc, il faut absolument aussi une banque publique qui soit au service de ces secteurs qui sont structurants. Il faut faire de la France un leader mondial de l'acier vert, de la chimie verte. Sinon, c'est un pays. On va être quoi? Un pays de plateformes logistiques et de centres d'attraction, enfin, de parcs d'attraction. C'est ça, sinon. En attendant que la France Insoumise soit au pouvoir, est-ce que vous allez proposer à la suite de cette commission, faire une proposition de loi, peut-être transpartisane, pour qu'on puisse avancer en attendant sur ce sujet-là? Bien sûr, la première chose que je ferai, c'est aussi de proposer au président de cette commission d'enquête, qui est, vous voyez, c'est transpartisan et qui est du bloc présidentiel, donc j'espère qu'il le fera avec moi, c'est déjà de proposer une loi qui interdise toutes ces pratiques prédatrices. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, nous allons aussi je vais déposer une proposition de loi beaucoup plus large pour un pôle public bancaire au service des besoins. Puisque vous le savez, nous, ce qu'on défend, c'est une économie des besoins. Il faut une banque publique sous contrôle démocratique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, sous contrôle démocratique et au service d'une économie populaire. Aurélie Trouvé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes députée LFI de Seine-Saint-Denis et vous êtes venue nous parler de ces fonds d'investissement, ces fonds prédateurs. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à vous d'avoir suivi